C'est bon. Bonjour à ceux qui ont su se faire patients puis nous suivre. On s'excuse, c'est un problème c'est le fun à dire, c'est pas notre faute ce soir, c'est la plateforme Zoom qui collabore pas avec nous. On n'était pas capable, pardon, d'activer les caméras. Parce que l'objectif de la soirée, c'était premièrement de faire deux rencontres, deux présentations, une de Maya et une d'Enrico Ciccone, donc le volet municipal et le volet provincial. Et après ça, on voulait prendre vos questions, idéalement de vive voix et avec votre visage. Mais aujourd'hui, on a un pépin avec la plateforme Zoom. C'est la première fois que ça nous arrive. Je suis en train de me dire qu'on était prêt à migrer à 100% à distance pendant la période de COVID, mais ça a l'air que non, finalement. Donc, on aurait aimé ça être capable de vous prendre et de vous parler de vive voix. Mais pour aujourd'hui, je vais être obligé de lire vos questions. Quand vous pouvez faire des commentaires en bas. Mes collègues vont me les envoyer pour que je puisse les lire après la présentation, donc peut-être dans une quinzaine de minutes. Je vais vous souhaiter la bienvenue. Je suis très content que vous soyez avec nous. Je vais passer la parole à la mairesse Maya Vodanovic. Bonjour Maya. Bonjour, bonjour Jonathan, merci beaucoup de nous recevoir. Malheureusement, comme tu as dit, on voulait vraiment, vraiment, vraiment être avec vous, répondre à vos questions, vous entendre, vous voir, Enrico Ciccone et moi-même. Mais là, ça n'a pas marché. Et puis, avec nous, il y avait aussi Younes Boukala, qui est élu dans mon équipe, et Micheline Rouleau était présente également. Alors, je pense qu'ils sont encore là. Alors, si vous avez des questions cette fois-ci, ça ne pouvait pas être de vive voix, mais écrivez-nous. Alors, je pense que Enrico, est-ce qu'Enrico a réussi à se joindre à nous? Toujours pas, hein? Bon, mais alors peut-être, moi, je vais y aller parce que, comme vous savez, la COVID nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis au municipal. Le déconfinement aussi amène son lot de défis. Il y a beaucoup de gens sur notre bord de l'eau et puis ça cause problème. Beaucoup de cyclistes, beaucoup de piétons et vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à remarquer que ce matin, on a commencé à installer des bollards, des cônes sur le boulevard Saint-Joseph entre la 6e et la 34e. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on fait ça. On le fait parce que sur le bord de l'eau, il y a vraiment un flux de trafic énorme, beaucoup, beaucoup de vélos et beaucoup de piétons. Pour ceux qui ne le savent pas, sur notre bord de l'eau, entre la 6e et la 34e, il y a des endroits où la piste cyclable, elle est séparée de la piste piétonne, mais à plusieurs endroits, elle est commune, elle merge, comme on dit, là. Les trois voies viennent dans une, surtout quand on traverse les ponts. Dans toute Marina de l'Escale, c'est une voie. Dans tout le parc autour de l'entrepôt, de la vieille brasserie, c'est extrêmement dangereux. Les gens doivent aller sur le trottoir. Alors, vous comprenez, avec la distanciation qu'on est supposé d'avoir, c'est impossible, les gens se retrouvent dans la rue. Alors, pour des raisons de sécurité, et ce n'est pas l'arrondissement qui paye, c'est les mesures d'urgence de la Ville de Montréal. On aurait souhaité l'installer encore plus tôt, on ne pouvait pas, parce qu'on devait faire l'analyse par tous les ingénieurs, par les pompiers, par la police, pour faire les meilleurs détours possibles. Sachez que nos restaurants ne perdent aucune place de stationnement. D'ailleurs, on va l'agrandir. Le stationnement sera gratuit à côté de l'hôtel de ville, alors pour tout le monde. Et comme je dis, pas de place de stationnement de perdu, mais oui, il y aura certaines personnes qui aimaient prendre ce chemin-là, ne pourront pas, on devra prendre un détour par la rue Notre-Dame. Et oui, il y aura plus de trafic pour les gens sur la 6e avenue, qui est déjà remplie de trafic souvent, surtout à cause des travaux sur le pont Mercier. Et le pont Mercier sera en travaux cet été. Alors, juste pour vous dire, ce n'est pas final. On vient de commencer ce matin. Une campagne de communication va sortir. Reste qu'on va pouvoir s'ajuster au fur et à mesure que ça évolue et on verra comment ça va aller. Alors, je vais prendre vos questions. Je réponds aux questions depuis hier. Je ne sais pas, est-ce qu'Enrico Ciccone est revenu? Parce que moi, j'aurais d'autres sujets. Alors, je pense peut-être que ça sera pour une autre fois. On va vous revoir. Mais j'aimerais aussi vous parler de plusieurs personnes me posent des questions sur la bibliothèque, veulent retrouver la vie comme avant. Sachez que la bibliothèque va rouvrir le 22 juin. 20 ou 22 juin, mais pas complètement. Vous allez pouvoir y aller pour prendre des livres
mais pas chercher dans les étagères. Juste demander pour votre livre, appeler, peut-être faire un prêt, faire un retour de livre. Les piscines vont ouvrir le 20. Les 2 bassins au parc La Salle, les pataugeoires, les jeux d'eau, sauf pour les 2 piscines privées dans l'Ouest qui, même si on a donné des subventions aux 2 piscines de 50 000, elles n'ouvriront pas cet été. Ils ont pris la décision suite à des rencontres du CA et à des sondages qu'ils ont faits à leurs membres. Alors, ça va être malheureux, mais sachez qu'on a quand même un très grand bassin de 50 mètres et de 25 mètres et on est prêt à accueillir tout le monde. On va avoir plus de lifeguards sur ces 2 piscines pour assurer la distanciation sociale et les mesures sanitaires que le gouvernement nous impose. Le tennis aussi recommence le 8 juillet. En ce moment, c'est du tennis libre. Je sais que certains gens disent, mais ça n'a pas d'allure des fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de surveillance. Mais bientôt, Tennis Canada sera au rendez-vous, va faire la surveillance de nos terrains. 6 terrains seront libres et les autres terrains seront pour des cours. Les camps de jour. On a reçu de l'argent du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. On aura une subvention généreuse, 70 $ par élève par semaine, qui vont être donnés au camp de jour pour qu'ils puissent opérer parce que c'était impossible pour eux de survivre. Ils ne pouvaient pas se payer le personnel qui était nécessaire, ne pouvaient pas se payer toutes les mesures qu'ils devaient mettre en place. C'était impossible. Mais là, ça devient possible. Alors, plusieurs de nos camps vont ouvrir comme d'habitude, le camp Phoenix. D'ailleurs, il y a encore de la place si vous voulez vous inscrire. Le club de voile va ouvrir, le club d'aviron. Je ne sais pas si le club de canot devait fermer. Il nous a dit, mais je ne sais pas si avec le nouveau financement, ils vont reconsidérer. Bref, je pense qu'on s'aligne quand même pour un bel été, un été chaud. Sachez que parce qu'il y a la fermeture de 2 piscines, on a réussi à avoir des queues de pan qu'on appelle. On va mettre ça sur nos bornes fontaines à certains endroits dans les parcs, là où c'est bétonné, où ça va être possible pour que les enfants puissent quand même profiter et se rafraîchir de ces lieux. Quoi d'autre pour vous dire? Moi, je trouve ça vraiment beau de voir tout le monde profiter autant de notre bord de l'eau, de voir les gens pique-niquer, de voir les gens se promener, de voir des familles ensemble. Moi, j'ai fait le tour de tous nos parcs. Je les connais maintenant par cœur, chaque raccoin. Il y a des gens qui me demandent aussi à propos de Gariepi. Ils voient qu'il y a des travaux en cours. Sachez que ce parc-là va rester, le parc va rester un parc municipal. Ça va être parc école. Alors, je vois que Enrico Ciccone est revenu parmi nous. Yeah! On n'a pas le setup qu'on voulait. On ne pourra pas vous voir, mais ce n'est qu'une partie remise. Alors, je laisse la parole à Enrico qui va vous faire une mise à jour sur ce qui se passe dans nos CHSLD et dans le centre pour personnes âgées, ce qui se passe chez les Sœurs de Sainte-Anne. Vous avez été nombreux à nous communiquer à propos de ça. Alors, je te laisse la parole, collègue. Merci beaucoup, Maya. Excusez-moi vraiment de tout ce qui s'est passé avec la technologie. C'est pas évident. Oui, effectivement, comme on le sait, ça n'a pas été facile depuis quelques mois. Cependant, dans les CHSLD dans notre région, notamment à la Chine, puis même j'aime aborder l'aspect d'Orval aussi, parce que tu comprends, Maya et chers citoyens, que le tout a commencé au CHSLD Héron. Et bien entendu, c'est là qu'il a vraiment sonné l'alarme, qui a fait en sorte qu'on a regardé un peu plus ce qui se passait chez nous, notamment dans nos CHSLD, pour nos personnes les plus vulnérables. Alors, ça va bien chez nous à la Chine. La plupart des CHSLD sont dans le jaune. Cependant, il y a encore un petit peu de problématiques à certains endroits, notamment au Floralie. Mais ça, c'est... Floralie, ça va quand même... Ça s'est amélioré au niveau des cas, mais ça reste encore dans le rouge. Alors, il faut porter une attention particulière et pour tous ceux qui ont de la famille, justement, à ce CHSLD-là privé qui est les Floralie, il faut faire attention. Il faut quand même utiliser notre masque aussi. Faut faire... je comprends que c'est difficile d'être séparé de nos parents, mais si on n'a pas... c'est pas nécessaire d'y aller. On vous demande de ne pas y aller. Cependant, il y a toujours des
de la technologie où on peut voir nos parents, on peut leur parler. Alors, et ça, c'est fourni là, par les établissements. Les établissements que je vous ai nommés. Je veux parler un peu des Sœurs de Sainte-Anne, la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Je comprends que dernièrement, il y a un article qui est sorti. Puis, je suis persuadé comme toi, Maya, et les gens, j'ai reçu beaucoup de messages. Et moi, le premier, là, qui était en contact avec Sœur Rita Larrivée, qui est la directrice de cette congrégation-là, des Sœurs de Sainte-Anne, quand je lui ai parlé le matin, elle était vraiment, ne comprenait pas d'où venait cet article-là, parce que quand on se parle quand même, je ne vais pas dire de façon régulière, mais je fais toujours un appel une fois de temps en temps, une fois par mois à peu près, pour voir comment le tout se passe. Et je lui ai dit, s'il y a quelque chose, vous m'appelez. Je peux faire la transition avec les CIUS aussi de l'ouest de l'île de Montréal et Mme McVeigh. Et la CIUS m'a envoyé tous les documents, le support qu'ils apportent là-bas aux Sœurs de Sainte-Anne. Et puis, je suis content de vous dire qu'il y a seulement 3 cas positifs en ce moment dans la congrégation. Immédiatement, on s'est mis en branle et on a envoyé la détection, une clinique mobile pour tester encore une fois les sœurs qui étaient là, encore une fois, et au complet, là, tous ceux qui travaillaient au niveau de la santé avec nos sœurs de Sainte-Anne. Et je tiens à féliciter aussi Hugo Kavenaghi, qui lui, j'ai parlé aussi avec lui cette journée-là. Et eux étaient prêts, là, étaient mobilisés avec ce qu'ils avaient lu dans le journal, étaient mobilisés à envoyer des enseignantes pour aider justement nos sœurs qui ont tellement été extraordinaires dans notre société, notamment en éducation et en santé. Maya, je ne sais pas si tu en as parlé, des cliniques mobiles qui s'en viennent, qui vont être là demain à la bibliothèque Saul Polo sur la rue Saint-Antoine. C'est le 18 et le 19 juin de 10h à 16h. Alors, vous pouvez aller vous faire tester. On a vu dernièrement là, dans les nouvelles que le nombre de tests qui avaient été effectués avait descendu considérablement, alors qu'on attendait, on veut en faire à peu près entre 14 et 15 000 par jour, par semaine. Et là, ça a descendu vraiment, par jour, pardon. Et là, ça avait descendu aux alentours de 5 000. Mais il faut comprendre que si les tests sont là, si l'équipement est là, c'est important aussi d'y aller. Je comprends que le beau temps est arrivé, je comprends qu'on veut se promener, qu'on n'a pas nécessairement le COVID-19 en tête, mais c'est important encore d'y aller parce qu'on nous met en garde encore contre une deuxième vague. Et par capita, Maya, tu sais, chez nous, on a beaucoup de RPA, on a beaucoup de CHSLD, alors c'est important de toujours avoir en tête les gens les plus vulnérables. On a dit bonjour avec peine aujourd'hui, Maya, avec nos militaires qui sont venus nous aider à Nazaire-Piché. Moi, j'avais le cœur brisé. J'ai un attachement particulier avec Nazaire-Piché. Pour ceux qui savent ce que j'ai fait là-bas, j'ai vécu toute la gamme d'émotions. Il a manqué de gens qui étaient là, de ressources. Cependant, on a eu de l'aide du CUSUM. Par la suite, les infirmières du CUSUM ils ont quitté, les employés du CUSUM ont quitté. Et là, les militaires qui sont venus nous aider, notamment les jeunes militaires de Trois-Rivières aussi, qui sont dans la marine, qui sont venus nous aider pendant un mois. Alors, ça faisait de la peine de les voir partir, mais en même temps, le réseau se porte mieux. C'est important aussi de prêter main forte si on est capable de le faire encore parce qu'on n'est pas totalement sorti du bois. Maintenant, je veux juste, en terminant, avant de passer aux annonces sportives provinciales qui sont extraordinaires, je veux juste un peu revenir sur le CHSLD Héron parce que même des gens de la Chine nous écrivent, Maya, pour nous demander comment ça va au CHSLD Héron. Même si ce n'est pas dans l'arrondissement, là, c'est important de le mentionner. Il fut un temps, Maya, où il y avait 90% des gens qui étaient atteints de la COVID. Et aujourd'hui, là, on peut dire qu'il y a seulement 3 personnes au CHSLD Héron qui sont atteints de la COVID. Alors, ça va très bien. Je pense que le CIUS et Mme McVeigh ont bien pris soin de cette maison-là. On a tourné vraiment
complètement un virement à 180 degrés. Et ça, c'est tout à l'honneur de Mme McBeak, de son équipe, qui ont fait de l'excellent travail. Maintenant, en terminant, je vais vous parler un peu de sport. Vous savez que en étant le porte-parole de sport, loisirs et des saines habitudes de vie, j'ai poussé beaucoup pour que ça se réalise. J'ai été en contact au quotidien pratiquement avec Isabelle Charret, qui est la ministre déléguée à l'Éducation responsable des sports. Et effectivement, tranquillement, et là, une des dernières phases qui a été annoncée aujourd'hui, ce sont les sports intérieurs, les gymnases intérieurs, les arénas aussi. On va pouvoir commencer à patiner, que ce soit le hockey, que ce soit le patinage artistique. Ça va être possible de le faire à compter du 22 juin. Maintenant, pour les sports extérieurs, on avait seulement l'aspect entraînement qui était permis. Maintenant, l'aspect compétitif va reprendre de son cours. Cependant, on va devoir encore faire attention avec les contacts. Les contacts rapides, c'est accepté. Cependant, tous les sports de combat, tous les sports comme le judo, le karaté, on peut faire de l'entraînement. Cependant, les prises, la boxe aussi, la lutte gréco-romaine, tout ça, en ce moment, là, sont interdits. Alors, voilà, Maya, j'ai fait pas mal le tour de ce qui se passe au niveau provincial. Voilà. Merci. Merci, Enrico. Juste un rappel pour ceux qui pensent, comme tu as dit, que les arénas ouvraient en juin. Nous, on n'ouvre pas nos arénas en juin. Nos cols bleus, en ce moment, nos cols bleus sont là en train de dîner pour la distanciation sociale. Il y en a quand même 200. D'ailleurs, les cols bleus sont en force en ce moment, sont tous rentrés au travail et il faut les garder à une bonne distance les uns des autres parce que si un tombe malade, il y en a plusieurs qui vont devoir rester chez eux et on a besoin de tous nos cols bleus. Alors voilà, alors l'aréna chez nous va ouvrir probablement fin août, début septembre comme d'habitude, ou même un petit peu plus tard. Voilà. Bien, formidable. Ben là, moi, toi, tu parles au niveau municipal. Maintenant, moi, je parle bien entendu au niveau provincial aussi. C'est un peu un problème parce que les gens nous accusent tout le temps. Mais le gouvernement a dit que c'est ouvert. Oui, mais nous, on l'apprend souvent le même jour. On apprend à 1h quand M. Legault le dit. Nous, on le sait aussi. Mais nous, après, on doit se retourner. On doit faire ce qu'on peut pour voir c'est quoi les mesures sanitaires qu'on doit mettre en place, quels sont les coûts supplémentaires, quels sont... C'est beaucoup de gestion de notre part avant qu'on soit capable d'ouvrir et même de faire les communications appropriées pour le tout. Alors, il y a juste les gens ne comprennent pas que des fois, il y a un décalage, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le permettre. Effectivement. Voilà. Si tu me permets, Maya, j'aimerais également mentionner que le Teapot, j'ai fait une annonce sur ma page Facebook de député. On recherche des bénévoles. Alors, les jeunes qui veulent vraiment s'impliquer on fait encore de l'aide alimentaire. On fait de la livraison. Alors, c'est important. Là, on commence à manquer un peu de personnel parce que là, on a commencé à déconfiner. Alors, les gens retournent au boulot, ce qui est tout à fait normal, là. Mais en même temps, là, on commence à manquer, la demande est toujours là, alors on commence à manquer un peu de bénévoles pour venir prêter main forte. Et moi, Maya, je me dis, écoute, les jeunes, cet été, s'ils peuvent prêter main forte, je comprends que ce ne sont pas tous les jeunes qui peuvent conduire une voiture ou qui ont une voiture, bien entendu, mais les livraisons locales, on peut le faire en groupe aussi. C'est toujours valorisant d'aider quelqu'un et de voir le sourire des personnes quand on ouvre la porte avec des denrées, c'est toujours extraordinaire. Alors, j'invite les jeunes là et les moins jeunes, si vous avez le temps, de prêter main forte à la taillade. Mais même ceux qui n'ont pas d'auto peuvent aller le jeudi matin à 6h30, là, s'ils vont très, très tôt. Là, je vous le dis, là, 6h30, vous vous pointez et vous dites aux gens, je suis prêt, là, je vais aller faire les courses. Vous avez une liste. Il y a à peu près 70 personnes qui ont besoin que quelqu'un d'autre fasse leur épicerie pour eux. Et vous faites le tour de l'IGA, là, puis vous choisissez les denrées, puis vous les donnez un peu tout un système. Mais je pense que ça aiderait parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps à faire le tour pour choisir tous les épiceries. Alors, je suis sûre que... Et même, il y a aussi la force du nous à la Chine, je veux dire pour l'ouest de l'île. Alors, la force, si vous tapez la force du nous, vous pouvez vous inscrire. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience. On va vous prendre, on va vous mettre dans les organismes nécessaires parce que la COVID est pas partie. Puis d'ailleurs, on s'apprête aussi à avoir
une deuxième vague, très possiblement. Chaque pandémie a une première vague et la deuxième vague est plus grosse, plus grande et on ne veut pas se rendre là, mais il faut quand même se préparer. Effectivement, exactement. Puis, le virus est encore là. Même si les modules de jeu sont ouverts, c'est important de dire aux enfants de se laver les mains, de rester quand même à une distance, de pas aller voir toutes et d'embrasser tous leurs amis encore. Effectivement. Puis c'est important de le mentionner, Maya, parce que justement, on ne veut pas se retrouver dans la même situation aussi. Je pense qu'on a vécu avec le H1N1 en 2013, qui n'était pas aussi virulent, là. Mais en même temps, on avait déjà l'exemple, on savait que ça pouvait arriver. Maintenant, là, on s'est aperçu que... Puis on apprend, puis c'est pas le temps de pointer des doigts. C'est sûr qu'on a des questions à poser, il faut poser les questions, mais en même temps, aux autorités nécessaires. Puis c'est important de le faire, que ce soit moi ou que ce soit un citoyen. Je pense qu'il faut poser les questions, il faut avoir des réponses, mais en même temps, on ne peut pas se faire prendre une deuxième fois. Puis c'est pour ça qu'il faut rester sur le qui-vive, que ce soit avec les organismes également. Alors, on ne peut pas dire, mais là, quand ça va être déconfiné, on ferme les portes et puis ça, on réduit. Non, il faut toujours quand même rester à l'affût. Je pense qu'il y a eu un beau travail de collaboration entre les villes de Marquette, notamment, même avec les conseillers. Et puis, je tiens à saluer Micheline, Michel, Julie Pascal, Younes, toi, Maya, les acteurs de la ville, même Martin Savard, qui va nous quitter bientôt. Ça me brise le cœur, mais bon, qui a fait du travail exceptionnel. Sur un coup de téléphone, tout le monde se mobilise quand c'est temps de le faire. Puis c'est ça, tu parlais de la force du nous, mais également, on est capable d'avoir une force collective dans notre ville, dans notre belle ville de la Chine. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'on peut avoir du plaisir. Je pense que l'été s'en vient, mais en même temps, il ne faut pas oublier de se laver les mains. Il ne faut pas oublier de mettre notre masque. Si on va dans les transports en commun, je sais que c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé, mais en même temps, ça coûte quoi mettre un masque dans le visage le temps du trajet? Il faut se donner toutes les chances. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, en ce moment, il y a juste 40% des gens qui portent des masques dans le transport en commun. Puis le 2 mètres est impossible dans le transport en commun. Alors, on vous encourage fortement, si vous voyagez, de porter votre masque. On ne veut pas se rendre à une deuxième vague. Et voilà. On a-tu des questions, Maya? On est rendu où, là? Oui. Jonathan, c'est ta job, là. C'est ça, je pense que c'est mon cue, là. J'étais un peu en retard, excusez. Donc, on a déjà une dizaine de questions, mais je vous invite quand même à poser des questions. C'est pas obligé d'être en lien avec ce qui a été discuté aujourd'hui. Je pense que nos deux, Mme Valanovic et M. Ciccone, sont équipés pour répondre à pas mal tout ce qu'on est capable de leur envoyer, n'est-ce pas? Donc, la première question que j'ai, c'est de Étienne Poirier. Je comprends que la WLRC, que je fais une traduction rapide de même, je pense que c'est le Centre récréatif de la Chine-Ouest, et Dixie ne vont pas ouvrir puisqu'ils craignent à leur rentabilité. La ville ne pourrait-elle pas louer un de ces deux sites et l'exploiter pour l'été avec son propre personnel? En ce moment, ce que je peux vous dire, ça ne nous a pas été demandé. Juste ouvrir la salle, je peux vous dire que c'est tout en anglais, a hell of an undertaking. T'sais. Alors, on pensait que les deux piscines allaient ouvrir jusqu'à très récemment. On a donné les subventions et on a été très surpris quand on a appris que les piscines n'ouvriraient pas. Ce que le conseil d'administration nous a demandé, par contre, c'est qu'ils voulaient profiter de l'été pour faire des travaux, de garder l'argent qu'on a donné pour faire les réparations nécessaires. Alors, c'est le Q qu'on a eu. Alors, c'est une piscine privée que nous, on décide d'aider. Alors, c'est ce que le conseil d'administration nous a demandé. C'est sûr, l'été est court. Vous pouvez vous organiser, je ne sais pas, là, mais c'est pas la demande que l'administration a eue. Voilà. Donc, pour la prochaine question, qui est dans la même ordre d'idée, de Annick Curado, quelles piscines seront fermées? Ça va être la piscine de Dixie, les deux piscines privées, Dixie puis WLRC, et la pataugeuse. La pataugeuse, on avait décidé de la fermer parce que quand les normes étaient là, il y avait juste possibilité d'avoir 2-3 jeunes, je crois, dans la piscine.
Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre l'eau sauveteur qui coûte quand même assez cher. On n'allait pas avoir un sauveteur pour 2 jeunes. Maintenant, on peut avoir un peu plus de jeunes. Mais on veut mettre ce sauveteur-là à la piscine La Salle, parce que dans la piscine La Salle, dans les 2 bassins, on peut avoir beaucoup plus de jeunes. Alors, c'était ce qu'on a fait. Et j'ai demandé un petit peu, vous savez, l'arrondissement de Lachine, c'est l'arrondissement qui a le plus de piscines extérieures. On est chanceux pour ça, mais pas pour les piscines intérieures, par contre. On travaille là-dessus. Pour les piscines extérieures, ce qui se passe, c'est que en ce moment, ailleurs, comme dans Villeray, dans Huntsic, ils ont moins de piscines que nous pour la population. Alors, même si on ouvre juste la piscine La Salle, on est déjà plus que certains autres arrondissements. Alors, les gens de l'Ouest vont pouvoir venir pour une fois au parc La Salle et on aura d'autres jeux d'eau. On a dû couper 1 million de dollars parce que ça coûte très, très cher la COVID à la ville. On a beaucoup moins de revenus, moins de permis et on doit payer pour des hôtels, pour des itinérants. On doit payer énormément d'argent pour soutenir nos commerces. C'est des millions et des millions et des millions de dollars qui sortent. Alors, j'espère que les citoyens de la Chine, vous allez comprendre qu'on ne peut pas tout faire. On a quand même un beau bord de l'eau. On va essayer de faire le plus possible. Et venez au parc La Salle. On ne peut pas combler tous les besoins parce qu'en ce moment, les besoins vont vraiment à ceux qui en ont vraiment, vraiment de besoin. Et on perd juste en transport en commun. Le Montréal et la grande région de Montréal, on va avoir un déficit en décembre de 500 millions de dollars alors qu'on doit éponger. Alors, juste pour vous dire qu'on n'est pas dans une posture où on peut maintenant en faire encore plus. On doit vraiment gérer et serrer. Alors, c'est ce que je souhaitais vous dire. Ce n'est pas par manque de générosité, c'est par souci de responsabilité financière envers vous. Parfait. Je vais prendre une question pour M. Ciccone, de Daniel Deschamps. Est-ce qu'on a assez de personnel au Floralie? Oh mon Dieu, ça c'est plus du côté administratif. Là. Moi, bien entendu, j'ai fait le tour de tout les CHSLD. J'avais fait un tour au mois de novembre. Maintenant, moi, je peux vous dire que j'ai mis les pieds à Nazaire-Piché, j'ai mis les pieds à Héron. Justement parce qu'on sait ce qui s'est produit. J'ai eu des conversations avec les dirigeants des Floralie. Il a fallu régler un problème aussi à un moment donné, une situation avec les Floralie, parce que vous comprendrez que les Floralie, c'est pas juste à la Chine, là, il y en a un peu partout. Et au début, avec un manque de ressources, il faut comprendre qu'il y a à peu près 11 000 il manquait à un moment donné presque 11 000 préposés, travailleurs de la santé dans les CHSLD. Il y en avait là-dessus à peu près la moitié qui étaient infectés par la COVID. Il y en a d'autres qui sont partis par peur. Puis c'est correct, il ne faut pas juger ces gens-là. On ne connaît pas la situation. Peut-être qu'ils ont des jeunes enfants à la maison. Peut-être qu'également, ils ont des problèmes de santé. Alors, il ne faut pas juger des gens qui décident de ne pas aller travailler. Cependant, les contre-coups font en sorte que les gens les plus vulnérables n'ont pas les soins nécessaires. À un moment donné, il y avait des gens qui travaillaient à la Chine, allaient travailler à La Salle, revenaient. Alors, on a tenté, là, justement, avec même le gouvernement l'a dit que c'était préférable de ne pas faire ça. Mais quand on manque de personnel, parfois, on est obligé de le faire. Est-ce qu'on aurait peut-être dû faire quelque chose avant que tout ça arrive? Peut-être. Moi, je pense qu'on aurait peut-être pu gérer la situation différente également. Est-ce que dans les années antérieures, on aurait pu faire un travail aussi meilleur? Ça, je veux dire, on a tous une part de responsabilité. Cependant, je pense qu'il fallait minimiser la propagation. Puis, je pense qu'on a quand même travaillé en ce sens avec les Floralie. Mais pour répondre à la question directe, s'il manque de personnel, parce que s'il manque de personnel, là, comprenez bien que immédiatement, Mme McVeigh reçoit un coup de téléphone, puis on envoie des ressources nécessaires. Là. On forme des gens avec la force du nous, justement, là, au quotidien. Là. Alors, si on est capable de ne pas envoyer, si on n'est pas capable d'envoyer des gens de la santé, on va envoyer des bras. Moi, j'ai été une paire de bras. Quand je suis allé à Nazaire-Piché, les militaires ont été également, beaucoup d'eux ont été des paires de bras parce que ce ne sont pas tous formés en santé. Oui, il y avait des infirmières, mais en même temps, il y avait des gens pour aider. Puis je pense que dans des moments critiques, là, c'est ce qu'on a besoin pour épauler nos préposés aux bénéficiaires. Ben, si je peux... excusez.
Excuse-moi, mais je veux juste ajouter, parce qu'on a appris aujourd'hui d'ailleurs de Mme McVie que l'armée allait aller au Florali de la Chine aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont aujourd'hui, mais en tout cas, il y a comme un transfert qui va se faire. Si je peux continuer la question de Mme Deschamps, elle ajoutait: comment vous trouvez votre séjour dans un CHSLD, M. Enrico Ciccone? Mon Dieu, appelez-moi Enrico, là, on va s'entendre. Moi, le monsieur Ciccone, ça me rend un peu mal. Ça a été enrichissant, mais en même temps très bouleversant. Ça a été une prise de conscience, là, parce qu'évidemment, comme vous le savez, la coroner en chef là, a demandé une enquête publique au niveau des CHSLD. On ne sait pas toujours si le gouvernement va demander également une enquête publique. Et pour moi, c'est important de voir ce qui se passait. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de mérite à le faire. Moi, je donne le mérite à mes parents parce que j'ai été bien élevé, là, où on laissait jamais une personne en difficulté seule, une personne qui avait besoin de manger, on l'aidait à manger. Alors, c'était naturellement pour moi d'être capable d'y aller parce qu'au quotidien, alors que nous avions là, nos conversations avec les députés de l'Ouest de l'île, notamment, qui font partie du CIUS de l'Ouest de l'île, avec Mme McVie, la chose qui revenait constamment, c'est le manque de main-d'œuvre. Alors, quand il y a un manque de main-d'œuvre, il faut arrêter de le dire, puis il faut passer à l'action. Et en ce sens, c'est sûr que ça a été très, très, très difficile. Évident de faire ce travail-là. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Je comprends que le salaire est très alléchant présentement pour ceux qui ont décidé d'appliquer, parce qu'il va y avoir là, 10 nouveaux préposés qui vont être formés d'ici 3 mois. Mais en même temps, ça prend quand même une solidité, ça prend une vocation pour être proche des gens, pour travailler dans l'intimité des gens aussi, là. C'est pas juste d'aller dans leur chambre puis de leur parler puis de les tourner de côté, là. Il faut vraiment aller dans l'intimité de ces gens-là. Il faut le faire avec respect également. Et c'est sûr que moi, mon boulot était supposé de juste laver les planchers et de faire la lessive et de passer les cabarets. Avec le manque de ressources, j'ai dû mettre la main à la pâte un peu plus comme un préposé. Puis je tiens à saluer les préposés qui étaient là, que ce soit Michel, que ce soit Caroline, André. J'ai travaillé avec des femmes extraordinaires là, qui m'ont aidé, qui m'ont dit comment faire, qui m'ont appris. Ça a été un cours de préposé 101. Mais en même temps, tout ce que j'ai pris comme bagage, je vais l'utiliser si jamais le gouvernement décide d'avoir une enquête publique parce que je vais exiger d'y être. Je vais exiger d'y être entendu également parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas mis les pieds ou on n'a pas marché 1 kilomètre dans les souliers d'une préposée. Je dis une préposée parce que 95% des préposés sont quasiment des femmes, là. Alors, c'est difficile de comprendre ce qu'elles vivent. Alors, ça a été, de ce côté-là, ça a été très enrichissant pour répondre à votre question-là. Prochaine question de Roger Galarneau pour Maya. Les Chevaliers de Colomb pourront-ils ouvrir? Je pense que le gouvernement du Québec a dit les rassemblements de 50 personnes et plus, non, 50 personnes et moins, ça va être bientôt. Alors, Chevalier de Colomb, Église, alors je ne sais pas exactement la date, là, mais ça doit être sur le site du gouvernement du Québec. En quelque part en fin juin, je pense. C'est pas certain. Oui. Et ça va venir avec, si je peux me permettre, là, ça va venir avec un guide de la DRSP assez complet. Là. C'est pas free for all. Il y a plein de trucs à respecter pour pouvoir se réunir à 50. Là. Effectivement, et ce que j'ai, avec une conversation que j'ai eue avec la ministre hier, la ministre Charest, c'est que c'est sûr et certain, si on met tout ce qu'on peut et on peut pas faire, ça finit plus là, sur les annonces. Alors, on dit ce qu'on a le droit de faire, tout simplement. Alors, on voit ce qu'on a le droit de faire et on y va avec ça, tout simplement. Sinon, si on écrit ce qu'on doit, ce qu'on n'a pas le droit, ça finit plus. Alors, moi, je pense qu'il faut utiliser notre gros jugement dans ça aussi et y aller de l'avant, là, parce qu'à un moment donné, on ne veut pas non plus être la source qui va repartir encore un cycle d'une deuxième vague ou de pandémie. Alors, moi, je pense que le gros jugement est de mise dans toutes les annonces du gouvernement.
J'ai une question pour Maya, d'Émilie Goffard. Est-ce qu'une étude de circulation a été réalisée pour évaluer l'impact du corridor sur la circulation locale? Oui, oui, c'est une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps. On aurait aimé l'avoir il y a un mois, quand il y avait des milliers de personnes sur le bord de l'eau, puis qu'on nous disait qu'il fallait pas être collé, puis que tout le monde paniquait, là, tout le monde m'écrivait « Ah, qu'est-ce que vous allez faire, Madame la mairesse? » Alors là, ça vient un peu tard, je dois dire. Là, on aurait aimé l'avoir plus tôt, mais mieux tard que jamais. C'était tard parce qu'on avait un des premiers projets qui était déposé, mais il devait être étudié par la police, par les pompiers, par le Centre de mesures d'urgence de Montréal, par les ingénieurs, et qu'ils ont évalué toute la circulation du secteur. Mais bien sûr, on le met à l'épreuve. Aujourd'hui, on commence. C'est pas encore fini. Il va y avoir d'autres pancartes, d'autres affiches qui vont être installées. Et c'est sûr qu'on va y aller au jour. Là. Je veux dire, on va pas, si ça nous emmerde, ça va nous emmerder, puis on va l'enlever. Mais si on voit que c'est bon, puis c'est utile, ben on va le laisser. Là. Alors, on regardera. Là. C'est un projet pilote. Je pense que c'est utile parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui s'entrecroise sur les pistes cyclables. On verra si tout le monde part en vacances cet été dans un chalet puis il n'y a plus personne sur le bord de l'eau. On dira on enlève ça, mais si ça continue comme c'est maintenant avec des centaines de personnes qui restent ici, mais je pense qu'on va devoir se serrer la ceinture. Moi-même, moi j'habite dans le Vieux-Lachine, je suis impactée par la mesure. Là. Alors, on va voir, puis on va s'ajuster. OK, parfait. Donc, la prochaine question serait... Attendez un petit peu, là, ça vient juste de se déplacer devant mes yeux. J'ai 3 questions qui concernent les terrains de baseball. Je pense qu'on pourrait les combiner, puis je pense qu'il y a une partie qui peut être répondue par Maya, l'autre partie par Enrico. Donc, j'ai une question de Karine Maltais et aussi de... Attendez, comme je disais, ça s'est déplacé, de Philippe Miglierina. Pardon, ça bouge. Donnez-moi une petite pause pour que je puisse lire. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Et de Roxane Girard-Potvin. Donc, est-ce qu'on prévoit rouvrir les parcs de baseball et les ligues pour adultes cet été? Si oui, quand? Oui, c'est sûr qu'ils vont être ouverts parce que c'est encore une fois les directives du gouvernement du Québec. Je n'ai pas toutes les mesures et toutes les directives de comment on va mettre ça en place. D'ailleurs, on était tellement préoccupés aujourd'hui par les piscines et comment on va faire parce qu'il y a une vague de chaleur qui s'en vient et les camps de jour, ça n'arrête pas de changer ça non plus, puis essayer d'avoir de l'argent. Alors, tout ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour le baseball, mais ma journée à 24 heures, puis hier, j'ai répondu à des questions jusqu'à minuit. Alors, et j'ai commencé ce matin à 7h30. Alors, c'est impossible. Je sais que tout le monde aimerait que tout soit comme avant, que tout aille vite, mais c'est comme impossible, même si on met tous nos efforts. Alors, s'il vous plaît, ayez un peu de compréhension et de patience. Ça s'en vient. On dit que ça va être ouvert. On va juste mettre les mesures en place. Là. Alors, aussitôt qu'on a des nouvelles, on va mettre ça sur notre page Facebook. Parfait. Puis la question précisait aussi, puis là, comme je l'ai combiné en 3, j'ai manqué peut-être cette partie-là. Est-ce qu'on sait à travers le Québec? À travers le Québec? Mm-hmm. Donc, c'est peut-être plus monsieur... Enrico, ben quand on dit, je pense à travers tout le Québec là, pour le baseball, si je ne me trompe pas. Pour le baseball, on parle de jouer ou de l'entraînement, parce que les mesures qui ont été annoncées il y a de ça quelques semaines, c'était pour l'entraînement. On pouvait faire de l'entraînement. Il fallait toujours garder la distance, distanciation de 2 mètres. Maintenant, on est capable de le faire au niveau compétitif. Et ça commence le 22 juin. On cherchait un peu la date tantôt, Maya. Tu parlais du 50 personnes. C'est sûr que c'est le 22 juin encore, là, que ce soit à l'intérieur aussi. Et là, c'est là qu'il y a un petit peu d'ambiguïté avec le 2 mètres, 1,5 mètres, les âges, 1 mètre. Alors, tu sais, je veux dire, si on ne veut pas se casser la tête, là, qu'on garde le 2 mètres, là, puis comme ça va être plus sécure pour tout le monde. Oui, ça va être à travers le Québec. Quand on fait une annonce, au niveau général. Je sais qu'on a séparé parfois les annonces de déconfinement quand tout ce qui touchait la CMM et plus les régions, mais au niveau du sport, là, ça a toujours été uniforme à la province. Alors, les annonces qui sont faites au niveau du sport, là, notamment, c'est fait là, partout à travers la province. Parfait.
Donc, la prochaine question s'adresse à vous deux encore une fois, de Mélanie Laflamme. Est-ce que les camps de jour sont prioritaires aux travailleurs essentiels? Donc, je présume qu'on parle des parents, des enfants qu'on va envoyer au camp de jour. Non, je dois vous dire qu'au début, quand on a commencé à vouloir ouvrir les camps de jour, puis qu'on a vu le coût engendré par les mesures imposées, parce que là, on devait avoir une personne, un animateur par deux personnes, là. Les camps de jour ne pouvaient pas se le permettre, puis nous, on devait donner de l'argent en plus pour le permettre, puis on ne pouvait pas avoir beaucoup d'enfants parce qu'on ne pouvait même pas avoir assez d'espace pour manger. En tout cas, c'était toute une gestion. Alors, on y a pensé, mon Dieu, on va devoir choisir des enfants, comment on va faire. Mais en ce moment, je peux vous dire, on a eu de l'argent qui nous vient de la Ville-Centre et du gouvernement du Québec. On va pouvoir financer tout le monde, je l'espère en tout cas. Mais en ce moment, il n'y a pas assez de monde inscrit. Alors, on n'a pas besoin de favoriser personne. Tout le monde est le bienvenu. Mais c'est une bonne nouvelle en soi, Maya, parce que c'est sûr, pour avoir discuté beaucoup des camps de jour également, qui est vraiment du domaine des affaires municipales, mais en même temps, le dossier avait été remis en partie à Mme Isabelle Charret, qui est ma collègue en sport. J'ai beaucoup géré cette situation-là et bien entendu, souvent les camps de jour revenaient sur mon bureau et on était inquiets. Plusieurs camps privés ont étaient trop tard, travailleront pas cet été. Les jeunes ne pourront pas y aller. Cependant, je pense que dans la ville de la Chine, on a quand même des camps de jour qui vont ouvrir. On disait que c'était pour être effectif réduit. Certains camps sont capables de recevoir habituellement 200, 225 jeunes. Là, on pensait peut-être à 85, 90 jeunes. Et on voulait notamment penser aussi à un camp en particulier que je vais taire le nom parce que pour titre de confidentialité, mais il y a un camp qui reçoit beaucoup d'enfants de la DPJ et il faut comprendre que ces jeunes-là ont besoin d'aide, ont besoin de socialiser, ont besoin de sortir également. On sait que ces jeunes-là vivent dans des centres qui n'est pas nécessairement toujours évident pour un jeune. Alors, c'est important de sortir et de faire des activités. Alors, on priorisait un peu plus ces jeunes-là. Il y a des jeunes aussi qui vivent des moments difficiles dans des zones un peu plus précaires. Alors, sans nécessairement faire du favoritisme, je comprends que dans une société, parfois, on a besoin d'aider son prochain puis de donner la chance à ceux qui en ont moins également. Mais ce que Maya a dit, il semble y avoir un problème justement d'inscription. Alors, je pense que tout le monde va être bien servi parce que tout le monde qui va faire son inscription semble avoir de la place. Oui, parce que je pense que c'est pas tous les parents qui veulent que leurs enfants aient des contacts avec. Parce que c'est sûr, comme je dis, la COVID n'a pas disparu. Alors, si vous vivez ou vous voulez voir votre grand-mère ou votre grand-père qui est chez vous, qui habite chez vous, c'est sûr, vous ne voulez pas que votre enfant soit en contact avec 10 autres enfants qui, eux, sont en contact avec d'autres enfants puis d'autres familles. Alors, la prudence est de mise et ce n'est pas tous les parents qui veulent que leurs enfants aillent dans un camp de jour cet été. Effectivement. J'avais des petits soucis techniques. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, oui. Magnifique. OK. Donc, la prochaine question de Joanne Granger. Est-ce possible de faire le point sur l'état de la ligne rose entre la Chine et la ville-centre, et le centre-ville, pardon? Est-ce que le projet sera accéléré? Oui. Bien, le gouvernement du Québec a décidé que c'est moi, ce que j'ai aimé là, de l'annonce, je sais que la loi n'est pas, en tout cas, on n'en parlera pas. J'en parlerai pas de. Tu peux en parler, Maya? J'en parlerai pas, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que notre projet a été retenu comme un projet prioritaire. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Le projet a été à l'étude pendant plusieurs mois par la CDPQ Infra, les mêmes qui ont étudié le REM. C'est le gouvernement du Québec qui a donné le mandat à la CDPQ. Elle doit donner à la fin du mois de juin un dossier d'études complet par les ingénieurs pour notre bout de ligne là, entre la ville jusqu'à la Chine, qui s'appelle maintenant le tronçon du Sud-Ouest. Et aussi, bien sûr, la CDPQ Infra donne aussi les études pour la partie Est en même temps.
Alors, moi, je suis contente que c'était retenu. Je n'ai pas encore tous les détails parce que c'est sûr que les études vont avant au gouvernement du Québec. Mais j'espère et je le souhaite et j'étais très heureuse de voir. Et d'ailleurs, un autre projet qui devrait être accéléré, c'est l'hôpital de la Chine. C'est un agrandissement de plus de 160 millions de dollars. Notre centre hospitalier McGill qui vraiment est top-notch en ce moment pendant la pandémie. Zéro cas La prochaine question, Maya, je ne sais pas si tu espérais t'en tirer ce soir, mais de Daniel Deschamps. Que fait l'arrondissement pour les poubelles? Ouh! Super question. Justement, je me disais, je n'avais pas parlé des poubelles. Je la gardais pour la fin. Les poubelles, là, vous savez, c'est en ce moment, là, tous nos paniers de poubelles sont pleins. Nos services nous disent qu'ils sont vidés à tous les jours. Alors, il y a beaucoup de gens, quand la poubelle est pleine, ben, ils ont encore un sac, puis ben, ils laissent là le sac. Là. En tout cas, j'en aimerais qu'ils le rapportent, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux, c'est trop plein, c'est trop plein. On va essayer de passer plus souvent, surtout la fin de semaine. Ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'à la fin de semaine, les cols bleus passent le matin. Alors, c'est-à-dire qu'ils passent le dimanche matin, et le nettoyage le lundi se fait juste au soir. Alors, les poubelles restent là toute la journée lundi. Et je pense que c'est ça qui irritait vraiment les gens, de voir toute la débauche de la fin de semaine être là. Alors ça, on va essayer de le régler. On devrait être capable là, de ramasser les poubelles. Puis, un autre problème assez sérieux qu'on avait, c'est qu'il y a eu des... Vous savez, il y a des molocs sur le bord de l'eau. On en a ajouté plusieurs ces dernières années. Les molocs, c'est les grosses poubelles là, rondes. En dessous, il y a un immense sac. Et ce sac-là a été vandalisé à plusieurs endroits. Ce sac-là coûte très cher à remplacer. Et il n'y en avait pas. Il y avait comme une rupture de stock, vous imaginez. Là. Alors, il y a certaines grosses poubelles qui étaient cadenassées. Alors là, on est en attente de ces sacs. Ils sont en retard. Et aussitôt, je pense qu'on aura les sacs, bien, les gens vont pouvoir mettre leurs poubelles à l'intérieur. Alors, je vous demande... Je veux dire, je pense qu'on est quand même assez civilisés. Les gens ramassent, mais c'est sûr que nous aussi, on doit faire notre part et ramasser. Mais on a, je pense que, mon Dieu, plus que 10 fois plus de gens qui visitent nos parcs. C'est phénoménal. Alors, il y a beaucoup d'entretien à faire. Merci à tous ceux qui ramassent après eux. Alors, j'ai une autre question d'Émilie Goffard. Avez-vous l'intention de mettre en place des mesures concrètes pour réduire la vitesse sur les rues locales? Oui, et on a commencé. On a commencé avant l'arrondissement de la Chine. Les dos d'âne étaient une bête noire. Personne ne voulait des dos d'âne. Et quand j'étais conseillère, je me suis dit non, ça n'a pas d'allure. Tu sais, à Montréal-Ouest, il y en a à Outremont, il y en a à Westmount, il y en a. Nos enfants sont tout aussi importants que ceux des autres arrondissements. Pourquoi qu'on ne peut pas en avoir? Et d'ailleurs, tout mon conseil, là, tous les élus, Younes, Julie Pascal, Michel, Micheline, on est tous... Non, on veut sécuriser davantage nos rues. On a même une vision zéro. On a Younes Boukala maintenant qui est dans le comité comment on appelle ça, notre comité circulation. On regarde chaque problème en soi, particulièrement avec la police et les ingénieurs et les gens qui travaillent à la ville pour régler les cas. Alors, on a commencé par mettre des dos d'âne autour des écoles. C'est pas fini, ça continue cet été. On va mettre cet été des dos d'âne et des traverses piétonnes surélevées dans plusieurs de nos parcs, sinon pas tous les parcs, plusieurs qui ont besoin d'être sécurisés. L'année prochaine, on va regarder les rues problématiques. On ne peut pas tout faire en même temps, là, mais une chose à la fois. Et on veut aussi faire des saillies de trottoir, c'est-à-dire élargir le trottoir au bout pour resserrer la voie et pour permettre aux piétons d'avoir moins de temps de traverse. Ça marche très bien, mais on commence à le faire. On le fait autour de la 33e avenue, je pense, 32 la 33, proche de Notre-Dame, mais on va en faire plus avec le temps. Alors, des bollards, toutes sortes de différentes mesures qu'on met en place, traverse piétonne surélevée cette année. Alors, vous devrez les voir apparaître, mais on ne peut pas faire tout l'arrondissement d'un coup, malheureusement. Prochaine question je m'excuse si je ne prononce pas bien le nom, Amaya Dextras. Qu'en est-il du déconfinement des hébergements en milieu familial pour les personnes handicapées? Oh!
question? Oui, répète ça, s'il te plaît, Jonathan. Le déconfinement des hébergements en milieu familial pour personnes handicapées. Donc, un genre de, je peux traduire ça en famille d'accueil spécialisée pour les personnes handicapées. Oui. Est-ce qu'on planifie ou est-ce que, j'essaie de mettre ça en des mots, mais je m'excuse si je déforme la question. Est-ce qu'il y a des plans de déconfinement qui s'adressent spécifiquement aux personnes handicapées qui se retrouvent en milieu familial? Ben moi, si je peux, je peux me permettre, moi, je vois pas où serait la différence entre une personne handicapée. Il faut faire la différence entre les personnes vulnérables qui vivent dans des CHSLD ou des RPA qui sont plus âgés. Maintenant, des personnes handicapées qui vivent dans une famille, qui vivent dans une cellule de famille également. Moi, je pense que les cellules de famille peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Ils peuvent sortir, ils peuvent faire des activités ensemble. Faut toujours garder le 2 mètres avec quelqu'un d'une autre cellule de famille. On peut avoir des rassemblements à la maison. Encore, on peut avoir des rassemblements à 10, 12 personnes si on veut chez nous. Il faut toujours respecter cependant la distanciation. Cependant, une personne qui vit dans la même maison que dans une cellule familiale, je vois pas pourquoi ces gens-là, on pense encore qu'ils seraient confinés, là. À moins que ces gens-là sont des personnes vulnérables, plus âgées. Mais en même temps, si on vit dans la même famille, puis aujourd'hui, on a fêté les 100 ans d'une résidente de la Chine, Mme Turcotte, qui est tout simplement formidable, là. Je pense qu'elle est connue partout à travers la Chine. C'est une femme de 100 ans. Elle vit chez elle. Elle a sa cellule familiale. Personne ne l'a approchée aujourd'hui. On était près d'elle, mais en même temps, elle n'était pas confinée, là. Elle peut faire l'activité, cette dame-là, là. C'est ma compréhension, du moins, là. Parfait. Je pense que c'est la question finale de Joanne Granger, encore une fois. Est-ce que la pandémie va retarder le développement de la chinesse? Absolument pas. En fait, ça l'a accéléré. On pensait qu'on a créé les ateliers de la chinesse et on croyait qu'on voulait avoir la participation citoyenne, la participation des experts, des universitaires, et on pensait qu'on ne serait pas capable. Mais finalement, avec Zoom, qui a marché cette fois-là, on peut même avoir des collaborations avec Strasbourg. Alors, les spécialistes de Strasbourg sont là avec nous autour de la table, avec les spécialistes de partout, là. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. La ville-centre, l'arrondissement travaillent ensemble, nos services. On n'est pas du tout en retard sur l'échéancier. On est right on time, right on target. Alors, ça va vraiment bien. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Parfait. Écoute, je vais faire le petit mot de conclusion. Merci à tout le monde d'être ici. Merci à Enrico. Merci à Maya. Vous avez été super rapide sur vos patins. J'ai tout fait pour pas faire la joke. Je m'excuse, nouvelle je la passe. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez quand même toujours nous rejoindre par les deux cabinets, nous et celui de M. Ciccone, par Facebook. Sinon, rapidement, je vous donne nos coordonnées. À la mairie de la Chine, 514-634-3471 au poste 501. Quelqu'un d'incroyable va vous répondre, je vous jure. Ensuite, c'est moi. Ensuite, par courriel, maya.vodanovic@commercialmontréal.ca et le bureau du député de Marquette, 514-634-9720 ou par courriel enrico.ciccone.marq@assnat.qc.ca. Merci à tout le monde. Je vous laisse peut-être le mot de la fin pour conclure. J'aimerais dire à tout le monde que moi, ça me manque le contact avec les gens, de faire poser les questions en vrai, là, vous voir. J'avais vraiment hâte ce soir de voir les questions, d'essayer de vous entendre. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. J'espère qu'on va le refaire. J'espère qu'Enrico, tu vas vouloir refaire cette discussion-là avec moi pour qu'on puisse entendre les gens et les voir. Alors, ce n'est que partie remise pour qu'on soit plus proche et un jour, le virus ne sera plus là. Ben oui, puis moi, en terminant, Maya, je tiens à remercier les gens, parce que les gens, vraiment, là, on a vu une levée de bouclier, on a vu un ensemble, on a vu une équipe, on a vu des gens qui ont été vraiment conciliants aussi, parce que ça n'a pas été des moments faciles. Nos bureaux ont été réduits, on a travaillé de la maison, on a répondu aux questions du mieux qu'on pouvait.
On a bien travaillé ensemble. Encore une fois, je remercie Maya, toi et toute ton équipe de conseillers. Je vais les répéter, Micheline, Michel, Julie, Pascal et Younes, qui sont tout simplement formidables. Je tiens à remercier aussi ma petite Catherine, je l'appelle ma petite Catherine, qui est ma directrice de bureau. Elle est tout petite, mais elle a du guts. Et Dominique Rossi, qui est une légende dans la Chine. Et Nadia, Sophia Segato, qui elle aussi travaille dans mon bureau. Alors, ces gens-là, vraiment, ont à cœur la circonscription de Marquette et soyez sans crainte. Même si vous appelez les fins de semaine, j'ai instauré un système de shift, si vous me permettez l'expression, et tous les conseillers prennent le téléphone à quelques heures et prennent les messages. Et s'il y a urgence, inquiétez-vous pas, on est disponible pour vous 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Alors voilà. Alors, mais Nico, là, tu peux pas, là, moi aussi, là, il faut que je remercie mon cabinet là, qui travaille avec moi tous les jours, puis les fins de semaine aussi. Vraiment, c'était difficile. On est loin les uns des autres, puis on se voit pas, mais on travaille quand même. Alors, je souhaite à remercier Jonathan Blanchet qui répond à vos requêtes, qui est toujours là. À Mathieu aussi qui répond aux requêtes et qui fait de la recherche et qui travaille sur les communications. Et bien sûr, France Saint-Pierre, la chef de cabinet qui coordonne le tout, tous nos directeurs qui sont vraiment formidables. Et aussi les élus qui travaillent ces temps-ci et que c'est difficile, la conciliation travail-famille, c'est pas toujours évident. Ils devaient être ici avec nous ce soir, mais la prochaine fois, ils vont être là. Puis s'il y a des gens qui ont des questions pour Julie Pascal, pour Micheline, pour Younes, Michel, ils vont être là et ils vont pouvoir répondre également à vos questions. Alors voilà, ça met fin à... Merci Maya, j'ai hâte de te faire une caresse, Maya. Ah, moi aussi. Bye bye tout le monde, merci beaucoup. Bye. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains.